merci à tous d'être venus à cette conf. Effectivement, on va parler des Core Web Vitals. J'ai beaucoup de choses à dire et je sais que j'ai le travers de parler un peu vite, mais bon, on ne se refait pas. J'aurais pas fait une boîte dans la vitesse si je parlais lentement. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Rapide présentation de qui est Fastorize, de ce que je fais dans la vie, des Core Web Vitals, comment on va les mesurer, et puis les impacts SEO, et puis 2-3 key points à retenir pour la fin. Alors, moi je suis donc Stéphane Rios, j'ai créé Fastorize il y a quelques années, après avoir passé 10 ans comme CTO de rue du commerce. Donc Fastorize, ça fait quoi? Ça fait du front-end optimization. On est partenaire notamment du Journal du Net, qui édite un classement depuis 5 ans sur les web perfs, la web perf des sites web sur 3 verticales. Et aujourd'hui, on traite 1 milliard de pages vues par mois et ça fait économiser 31 ans chaque mois aux internautes, donc c'est pas négligeable. Alors comment ça fonctionne? C'est une sorte de CDN nouvelle génération qui, en plus de délivrer le contenu plus rapidement, va optimiser ce contenu, et donc en appliquant des bonnes pratiques web perf à la volée, on va accélérer les sites web. C'est ça qu'on appelle le FIO, mais on fait aussi du conseil web perf. Donc notamment, on a amené rue du commerce en tête du classement du GDN. Cette année, on a lancé une offre sécurité. Et puis, on travaille aussi sur une offre qu'on appelle Edge SEO ou Cloud SEO avec Philippe Yonnet qui est juste à côté, dans la conf d'à côté, qui consiste à modifier le code HTML à la volée, plus pour faire de la web perf, mais pour faire du SEO technique. Alors, au-delà de la vitesse des sites, on a déjà des choses sympathiques qui peuvent vous aider. On permet d'aider à récupérer les logs, on fait de l'URL rewriting, on fait de la gestion de robots textés. Donc tout ça pour vous dire que la web perf, moi je connais pas mal, le SEO un peu moins, et même si je ne suis pas un expert, je commence à m'y intéresser. Allez, on attaque le vif du sujet. Les Core Web Vitals, c'est 3 fois 3 lettres. C'est trois acronymes. Voilà, ma conf elle est finie. Vous pouvez repartir. C'est ça, résumé en une slide. Alors, c'est ce que vous avez peut-être vu passer en mai-juin dans l'annonce de Google, mais ça ne vous dit pas grand-chose. Et donc, avant d'attaquer les définitions, on va essayer de replacer ça dans le contexte, de la web perf. On va rembobiner un peu. Alors, on va rembobiner jusqu'en 2009. Donc en 2009, Google est à l'origine d'une initiative qui s'appelle Let's Make the Web Faster, pour rendre le site web plus rapide. Et puis depuis, c'est devenu leur mantra. Chrome a été lancé sur le concept de vitesse. Dans la Search Console, il y a très longtemps, on voyait ce genre de graphique qui nous disait si est-ce que notre site est rapide ou pas. Et puis en 2010, Matt Cutts fait une annonce, lâche une petite bombe en disant voilà, la performance des sites, le temps de chargement des sites va devenir un signal de ranking. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que ça a été c'est le point de départ de la prise en compte de la web perf pour le référencement naturel. Alors pourquoi Google veut des sites rapides? Pour 3 raisons principalement, et c'est des raisons non officielles, c'est selon moi. D'abord pour optimiser le temps de crawl. Parce que quand Google crawl des milliards de pages, imaginez si vous gagnez 1 seconde par page, ça représente 31 ans justement de gains, donc pour chaque milliard de pages quand on gagne 1 seconde. Et c'est pour la partie classique, là où il récupère le HTML, et puis pour la partie aussi rendering, puisque aujourd'hui Google fait le rendering de la page, exécute du JS. Donc avoir des sites, des serveurs qui répondent rapidement ne suffit plus. La deuxième raison, elle est un peu plus indirecte. Elle est liée au taux de rebond. Et en fait, si les utilisateurs se sauvent parce qu'un site est lent, avoir finalement un site rapide permet d'éliminer ce critère web perf, ce critère vitesse. Ça permet de l'éliminer du taux de rebond et d'avoir un taux de rebond qui est un peu plus pur et un peu plus lié au contenu. Donc ça permet d'améliorer la pertinence des résultats. Et puis la troisième raison, c'est le
c'est celle que vous partagez avec vos utilisateurs. C'est finalement la satisfaction utilisateur. Alors, dans votre cas, ça va jouer sur le taux de conversion, le taux de rebond, etc., le nombre de pages vues par visite. Mais dans Google, pour le cas de Google, ça servira aussi à afficher plus de pubs, puisque c'est aussi un réseau publicitaire. Donc, s'il a des sites rapides sur lesquels afficher ses pubs, les gens cliqueront plus sur les pubs. Au final, c'est quoi un site rapide? On dit Google veut un site rapide, mais comment on définit un site rapide? Alors, un peu de terminologie. Donc ici, vous voyez ce qu'on appelle un film strip. Donc j'ai schématisé le chargement d'une page au cours du temps. Donc vous voyez les éléments qui se chargent et puis potentiellement les interactions avec de l'utilisateur. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les métriques, mais voilà, il y a déjà des métriques techniques. Donc la plus connue, c'est le time to first byte, le temps de réponse côté serveur plus la latence de la connexion. Mais il y a aussi tout un tas d'autres métriques, nombre de requêtes, poids, etc. Il y a des métriques qui sont plus liées à l'expérience utilisateur, mais du côté de l'affichage. Donc à quel moment les éléments vont commencer à arriver et à quel rythme ils vont remplir la page au-dessus de la ligne de flottaison. Et puis, parce qu'une page qui s'affiche vite, c'est bien, mais si on ne peut pas interagir avec, c'est nul. Il faut aussi des métriques UX qui soient liées à l'interactivité. Donc, quand est-ce qu'on peut cliquer sans être bloqué? Combien de temps on attend quand on clique, etc. Et puis, pour compléter le tableau, on a aussi des custom métriques, puisque en fait, on pourrait... donc, c'est des métriques qui regroupent des notions fonctionnelles et techniques, et ça, c'est hyper important. On peut suivre finalement des choses qui sont quand est-ce que j'ai rempli un champ de recherche, quand est-ce que j'ai cliqué sur un bouton acheter, quand est-ce que mon slider a fini de tourner. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces Core Web Vitals, là, ils sont déjà parmi nous, ils sont déjà dans l'attirail des gens qui font de la web perf. Donc on n'est pas en terrain inconnu, et puis même vous, je pense que vous n'êtes pas en terrain inconnu, puisque finalement, vous voyez déjà ces Core Web Vitals dans les rapports PageSpeed Insight, où on voit déjà apparaître aujourd'hui du LCP, du FID, du CLS. Alors, je reviens je fais un focus un petit peu sur les rapports PageSpeed Insight, pour qu'on comprenne bien ce qu'on mesure. Parce que là, c'est vraiment le point important. Donc, on mesure deux choses de deux façons différentes. On mesure des métriques, des performances d'un point de vue field et d'un point de vue lab. En fait, donc ça c'est la terminologie Google. La terminologie plus généralement acceptée, c'est synthétique et real user monitoring. Alors c'est quoi la différence? Synthétique monitoring, c'est des petites sondes qui font des tests à intervalles réguliers dans un environnement hyper contrôlé. Donc le contexte ne bouge pas, mais par contre, c'est votre site qui bouge, donc vous pouvez réellement suivre les performances de votre site dans le temps. Mais le problème, c'est que les robots, ils n'interagissent pas avec la page, donc difficile de mesurer de l'interactivité. Et donc, c'est ce que fait le RUM, le Real User Monitoring. On va injecter un beacon dans chaque page, et puis ce beacon va remonter une mesure de perf pour chaque utilisateur. Et donc, en général, ça donne ce type de courbe qu'on appelle une distribution. Donc, cette distribution, elle est importante parce qu'elle dit plein de choses. Elle dit le nombre de gens qui ont la métrique WebPerf que je mesure, là, entre, 1600 et 1700. Donc, ça veut dire qu'il y a réellement une distribution, une répartition des utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui chargent le site vite, des gens qui chargent le site lentement. Donc ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas dire « Ah, mon site, il a un temps de chargement de 3 secondes, 4 secondes, 2 secondes, etc. » Vous ne pouvez pas dire ça, puisque vous voyez, il y a tout un tas de mesures. Donc en fait, on ne peut même pas parler de moyenne, parce que la moyenne, si on faisait la moyenne de toutes ces valeurs-là, ça donnerait un truc quelque part par là, dans ce truc-là, et elle n'est pas très représentative. Donc en fait, dans ces courbes qu'on appelle loi log normale ou long trend, si vous avez plus l'habitude,
on va parler de percentiles. Et on va plutôt utiliser la médiane qui est le 50e percentile, le 95e percentile, le 90e percentile. Et on va dire, voilà, il y a 50% de mes utilisateurs qui sont en dessous de cette valeur-là. Et puis 95% qui sont en dessous de cette valeur-là. Voilà, on a aussi des gens qui vivent dans les data centers, qui chargent le site très rapidement. Mais bon, bien évidemment, c'est les bots, qu'ils soient bienveillants ou malveillants. Alors, un truc intéressant, c'est que quand on accélère un site web, on ne passe pas d'un temps de chargement de 4 secondes à 2 secondes. On va bouger la courbe de la droite vers la gauche. On va emmener plus d'utilisateurs vers les valeurs les plus faibles de la courbe. Alors, j'insiste parce que c'est hyper important de comprendre cette notion de distribution, parce que les Core Web Vitals mesurés par Google sont mesurés par des outils RUM. Et donc, Google fait le choix de percentiles pour vous présenter des valeurs. D'accord ? Donc, c'est pas... il ne dit pas il y a un contexte bien précis et puis je mesure dans ce contexte. Il mesure tous les utilisateurs. Allez, maintenant, on peut vraiment attaquer la définition des Core Web Vitals. Donc, on a ces 3 métriques. On va commencer par la première, qui est le Largest Contentful Paint, qui est assez facile à comprendre. Globalement, ça correspond au plus grand élément visible dans le viewport. Donc, le viewport, c'est la partie visible de la page, ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Et à comprendre, c'est assez facile aussi, on le voit bien sur le film strip, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est le cas d'une fiche produit chez Rudicommerce, on voit que le LCP arrive quand, est l'événement qui arrive quand l'image produit, finalement, qui est l'élément le plus important de la page, arrive dans le viewport. Donc c'est une métrique importante qui est du même ordre que le speed index, si vous connaissez le speed index. Il va essayer de mesurer la vitesse perçue par l'utilisateur en supposant que l'élément finalement le plus important de la page, c'est l'élément le plus gros. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des fois, il y a des éléments importants dans la page qui ne prennent pas toute la page. Et si ce n'est pas le cas, le LCP n'est pas la bonne mesure. Et il faut utiliser d'autres métriques telles que les custom métriques. Alors, à mesurer, c'est assez facile. Il n'y a pas trop de pièges. Et à optimiser, ce n'est pas le sujet de la conf, mais à optimiser, c'est toutes les optimisations qu'on fait pour le start render ou pour le speed index, a priori, marchent pour le LCP. Alors, pour le FID, c'est un peu plus compliqué. Alors, FID, ça veut dire First Input Delay. Alors, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais on peut expliquer le First Input Delay avec cette image. Alors, ok, là, ça ne vous aide pas vraiment. Donc, on va reprendre depuis le début. Alors, au début était le temps. Donc là, c'est la ligne de temps qui poursuit le chargement de la page. On démarre la navigation à T0. Le navigateur va commencer à télécharger des éléments au fur et à mesure, faire plein de requêtes pour récupérer le contenu. Et puis, certaines de ces requêtes vont exécuter du code. Donc, du code JavaScript. Et puis, par exemple, pour afficher un slider ou pour faire des choses plus compliquées. Et parmi ces exécutions de script, on a ce qu'on appelle des long tasks. C'est des choses qui vont bloquer le navigateur. Et quand on dit blocage, attention, on est dans la webperf, donc on parle de millisecondes. C'est des tâches qui durent plus de 50 millisecondes. Oui, mais 50 millisecondes, donc il faut faire attention de ne pas avoir des choses qui bloquent plus de 50 millisecondes. À partir de ce moment-là, on va commencer à pouvoir afficher quelque chose. Donc on a un événement qui s'appelle le First Contentful Paint. Et puis là, il y a quelque chose d'affiché. L'utilisateur, il va pouvoir cliquer. Parce qu'en général, il ne clique pas sur une page blanche. Et comme l'internaute il est imprévisible, il peut cliquer à n'importe quel moment. Alors s'il clique à ce moment-là, tout va bien pour lui. C'est top. Le navigateur, il n'est pas occupé. Il n'est pas occupé à faire quelque chose. Et donc, le navigateur va lui répondre tout de suite. Donc, on va avoir un délai, un first input délai qui va être très faible. Parce qu'en fait, oui, le navigateur, il ne fait qu'une seule chose à la fois. D'accord ? Ce qu'on appelle le main thread. Et il ne fait qu'une seule chose à la fois.
Par contre, si l'utilisateur il lui prend de cliquer pendant que le navigateur il est occupé à faire une longue task, et bien à ce moment-là, ce n'est pas la même histoire. C'est-à-dire qu'il doit attendre que le navigateur ait fini cette longue task pour pouvoir lui répondre. Et donc là, on est dans des choses de plusieurs centaines, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de millisecondes d'attente. Et du coup, je vous assure que c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais si vous cliquez, il ne se passe rien, c'est juste l'enfer. Alors, si il peut cliquer à n'importe quel moment, alors bien évidemment, s'il clique vers la fin, là, c'est la même chose qu'en 1 et tout va bien. Alors, on comprend mieux, du coup, la notion de time to interactive dont vous avez peut-être entendu parler, qui est finalement le moment à partir duquel, quand je clique sur la page, je suis quasiment sûr que le navigateur va me répondre correctement. D'accord ? Et donc, j'ai trouvé une fenêtre de 5 secondes pendant laquelle je n'ai pas de long task et en plus, je n'ai pas de requête en cours. Et donc là, on comprend que ce time to interactive, finalement, il a ce time to first interactive, la première fois où je peux... C'est le moment où vraiment, à partir de ce moment-là, quand je clique, ça va bien se passer. Et puis, comme il faut un clic d'un utilisateur pour mesurer le FID, eh bien, ce n'est pas mesurable par un outil de test synthétique. Un robot, il ne va pas cliquer sur la page au hasard. Donc en fait, il y a une métrique qui permet d'approcher un peu le first input delay, qui est utilisé dans les outils comme Lighthouse. Et le Lighthouse ne va pas vous donner un FID. Avant, il vous donnait un max potential FID. Maintenant, il appelle ça de façon plus crue TBT. Et donc, il va sommer tous les temps de blocage du navigateur et il va appeler ça Total Blocking Time. Donc, c'est ça que vous donnent les outils comme Lighthouse ou les outils synthétiques. Alors, le CLS, le Content Layout Shift, alors lui, il mesure la stabilité visuelle. Alors lui, il part du principe qu'un contenu qui change trop de place peut être perturbant. Et je pense que tout le monde a vécu cette situation où on charge une page, on essaye de cliquer à un endroit, paf, le truc où on voulait cliquer, il est parti. Alors, il y en a qui s'en font la spécialité, puisqu'ils veulent justement que vous cliquiez à un autre endroit que vous vouliez cliquer. Bon, résultat, vous êtes en train de regarder des pages que vous ne vouliez pas voir. Alors, c'est la métrique qui est la plus nouvelle des trois, et peut-être la plus compliquée à appréhender, à calculer, à mesurer. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas une durée. Alors, c'est comme le speed index, il est un peu complexe à comprendre. Mais ce n'est pas une durée, ce n'est pas sur la timeline que j'ai indiquée. Il n'y a pas marqué CLS. Donc, on a du mal à raccrocher le CLS à quelque chose. En fait, si on veut rentrer dans le détail, ça correspond globalement à la portion d'écran qui est impactée par le déplacement, multipliée par la distance de déplacement. Alors, je prends un petit exemple. Par exemple, la photo du produit, elle représente, allez, on va dire 60% du viewport. Donc voilà, on a la fraction, l'impact fraction qui est de 0,6, 60%. Et puis elle a bougé de 20% parce qu'on a mis un bandeau de pub de façon assez sale dans la page. Et donc, on a bougé de 20% du viewport. Et donc, le CLS, c'est la multiplication de ce truc-là, c'est 0,12. Mais ça vaut que pour un seul nœud. Mais en fait, il faut sommer pour tous les nœuds qui sont impactés. Dans ce cas-là, dans le cas du bandeau de pub, il a tout décalé. Donc, tous les nœuds affichés sont impactés. Donc, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est plus ça bouge, plus c'est élevé. Mais en fait, plus vous avez un layout qui bouge, et plus c'est juste l'enfer en termes d'expérience utilisateur. Donc même si c'est facile à mesurer, le problème de ce genre de métrique, c'est qu'on a du mal à savoir comment actionner, comment on va agir dessus. La recommandation que je donne, c'est essayez de caler le layout le plus tôt possible. Mais bon... et ça reste vague, il n'y a pas de recette magique. Donc, faudra voir ce que ça donne dans le temps et comment l'écosystème va se l'approprier.
Allez, on a le temps de parler de mesure. En gros, tout ça se mesure assez facilement avec des outils classiques. Donc là, j'ai cassé du moins technique au plus technique. Il y a d'autres outils, bien sûr, donc des outils qu'on classe dans le synthétique, dans le RUM, des outils de test que vous voyez déjà, où on fait juste un test pour avoir des recommandations. Donc vous avez tout un tas d'outils aujourd'hui qui intègrent les Core Web Vitals, donc tout est à disposition. Celui que j'utilise le plus souvent, moi, c'est Web Page Test, qui vous donne donc directement ces 3 métriques et qui en plus vous dit est-ce que vous êtes dans le vert, dans le rouge, dans le orange, en fonction des seuils définis par Google. Vous avez bien sûr Lighthouse, là aussi vous allez retrouver vos Core Web Vitals, et vous voyez qu'on parle cette fois-ci de Total Blocking Time et pas de First Input Delay dans Lighthouse. Par contre, dans PageSpeed Insight, on retrouve nos 3 Core Web Vitals qui sont le LCP, le FID et le CLS. Alors, un petit focus sur PageSpeed Insight. Il faut faire attention, ces données, elles viennent du CRUX, Chrome UX Report. Et donc, ça ne représente qu'une partie des utilisateurs de Chrome. Donc, ce n'est pas la totalité de votre population. Notamment, il n'y a pas dedans les iPhones avec Safari. Donc, si vous avez énormément de gens sur iPhone, Safari, ça sera un peu faussé. Donc, c'est du Real User Monitoring, mais quand même un peu tronqué. Donc, il vaut mieux avoir ses propres outils de Real User Monitoring pour avoir la vraie photo. Donc, on voit ici un exemple de répartition et on voit comment finalement Google répartit en fonction des seuils qu'il a définis pour chaque Core Web Vitals. Voilà, par exemple pour le LCP, il a dit voilà, il y a 49% de gens qui ont un LCP inférieur à 2 secondes et demie, 20% qui sont entre 2 secondes et demie et 4 secondes, et puis le reste, 32% qui sont au-dessus de 4 secondes. Je reviens à ma courbe de distribution parce que finalement, entre cette chose-là qui vous donne des pourcentages, ma distribution, c'est quoi le lien? Et en fait, si vous vous rappelez cette courbe de distribution là qui listait, si on dit voilà, ça c'est la distribution du LCP, en fait Google va mapper cette distribution, va la simplifier avec ses seuils, et finalement les pourcentages qu'on a vus dans l'écran d'avant, ils se retrouvent dans cette distribution. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que globalement, vous avez un pourcentage de vos utilisateurs qui a une bonne expérience sur votre site, d'autres qui ont une expérience moyenne et d'autres qui ont une mauvaise expérience. Et donc, du coup, ça permet de relativiser un peu qui a une mauvaise expérience et qui a une bonne expérience. Alors, les valeurs qui sont présentées ici, en plus des seuils, là, on vous présente une valeur. Ça représente le 75e percentile. Ça veut dire que 75% de vos utilisateurs ont une valeur inférieure à cette valeur. Ça veut dire que 25% ont une valeur supérieure. Alors, c'est un peu moins sévère que dans la précédente version où on présentait le 95e percentile. Donc, on vous disait, votre site, il se charge en 5 secondes. Et en fait, c'était pour les 5%, les 5% des utilisateurs les plus longs. Donc, c'est attention à bien savoir de quoi on parle quand on voit ces chiffres. Donc, le 75e percentile sur une courbe de distribution, log normal, c'est un peu dans ce coin-là, quoi. Donc, vous avez quand même pas mal d'utilisateurs pour qui ça se passe bien. Il y en a plein d'autres, des outils pour mesurer les Core Web Vitals. Il y a les DevTools, il y a des API qui permettent de remonter ça dans ses propres Analytics RUM parce que tous les navigateurs ne sont pas forcément compatibles. Il y a une extension Chrome qui permet de voir les Web Vitals très facilement. Il y a le Chrome UX Dashboard qui a été mis à jour récemment. Et puis pour les plus téméraires, on peut faire joujou avec le dataset du CRUX directement dans BigQuery, faire des requêtes SQL, etc. Alors, en quoi c'est nouveau, en quoi c'est important? Alors, Google l'a annoncé il y a quelques mois, les Core Web Vitals sont un nouveau set de métriques pris en compte dans la mise à jour qu'on appelle Page Experience. D'accord? Mais, comme toujours, à chaque update, il y a beaucoup de bruit autour. Moi, j'aimerais un peu tempérer toute cette agitation. D'abord, les Core Web Vitals, ça représente une partie
des signaux utilisés dans cette update de page experience. Donc il y a du mobile friendly, du self-browsing, du HTTPS, etc. Et puis ces signaux pour la page experience, elle fait aussi partie de dizaines ou voire de centaines d'autres signaux qui servent pour le ranking. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que même Google le dit dans son article, attention, ce sera pris en compte dans le courant de 2021 et ça sera progressif. Donc il faut pas, ne vous jetez pas dessus comme des morts de faim. Ça sera progressif. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est l'impact que ça a. Est-ce que ça aura un impact important comme l'ont pu l'être des mises à jour comme Panda ou BERT, ou bien au contraire, est-ce que ça sera du même niveau que HTTPS? Aujourd'hui, difficile de savoir. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, pour que la vitesse les Core Web Vitals, la vitesse en général, ait un impact sur le SEO, c'est qu'il faut vraiment booster la vitesse de son site pour voir un impact. Ou alors avoir des sites qui sont strictement identiques selon tous les critères, ce qui n'arrive jamais, et avoir un gain de vitesse, ou bien vraiment se démarquer de tout le monde, de tout le peloton, et vraiment être au top du top de la vitesse et laisser tout le monde derrière. Sinon, en général, il y a assez peu d'impact. Il y a pas mal de changements qui sont apparus du coup dans les outils Google suite au lancement des Core Web Vitals. Donc dans la Google Search Console maintenant, on a des nouveaux indicateurs qui permettent de positionner suivant les seuils. Donc vous retrouvez les seuils vert, orange, rouge qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, vous les retrouvez dans la Google Search Console et puis il vous dit, ben voilà, vous avez 2000 URL rapides, ou bien au contraire, vous avez, ça c'est assez rare en fait finalement, vous avez tant d'URL à traiter qui sont considérés comme lentes. Mais finalement, ça c'est cosmétique et on va le voir se propager, je pense, dans tous les outils Google. Mais pour moi, le changement le plus important, c'est le fait que Google communique enfin clairement sur l'analyse, sur les critères d'analyse pour la web perf. Jusque-là, on hésitait, on conjecturait, on faisait des hypothèses, il n'y avait rien de bien tangible, on se demandait est-ce que ça vient de Chrome, est-ce que ça vient de Google Analytics, est-ce que c'est PageSpeed ou que sais-je encore, qu'est-ce qu'il utilise pour ces critères de vitesse. Là au moins c'est clair, les données elles viennent de Chrome UX Report, c'est des données RUM. Alors, encore une fois, c'est des données RUM de certains utilisateurs Chrome qui sont prises en compte. Mais au moins, c'est beaucoup plus clair. Et finalement, c'est quelque chose qui est pour moi un mouvement plus général. C'est que Google, finalement, cherche de plus en plus à se mettre à la place de l'utilisateur et à comprendre comment il interagit avec le site. Donc, c'est aussi pour ça que le crawler fait maintenant une seconde passe de rendering et puis que oui, il va exécuter le JS et donc que le JS impacte votre crawl. Donc oui, Google il veut un site rapide, mais désormais sur toutes les dimensions, à la fois dimension SEO, donc plus orienté crawl, TTFB comme pendant ces 10 dernières années, mais aussi aujourd'hui pour l'UX. Et puis finalement, il ne fait que rejoindre les attentes des internautes. Aujourd'hui, les internautes, c'est le critère qu'ils passent en premier devant tous les autres en termes d'expérience utilisateur. Donc finalement, Google rejoint une volonté des internautes d'avoir un site rapide. Alors, pour conclure, il y a eu des sessions Webmaster Hangouts il y a quelques semaines où John Mueller laissait entendre que les critères de vitesse pourraient devenir plus granulaires et pourraient peser davantage dans le ranking SEO. On n'en sait pas beaucoup plus, c'est flou. Mais par contre, ça recoupe avec la communication de Google sur l'importance de l'UX en 2021. Et donc, ça confirme qu'il faut se pencher
sur ce sujet dans les prochains mois. Et puis, profiter du caractère ouvert de ces métriques, de ces critères, puisque maintenant, on peut voir l'évolution dans PageSpeed Insight, on peut, avec le Chrome UX Dashboard, on peut consulter aussi vos concurrents avec le Chrome UX Dashboard. Vous pouvez voir ces métriques-là pour vos concurrents. On peut voir l'évolution de la définition de ces métriques aussi, c'est publié sur GitHub. Donc c'est beaucoup plus ouvert. Donc si je devais retenir quelque chose, améliorer bien sûr ces Core Web Vitals, c'est important, mais avec souvenez-vous que vous n'avez qu'une partie, si vous n'utilisez pas du RUM, votre propre outil, vous n'avez qu'une partie de la vision de vos utilisateurs. Ça a un impact sur l'UX, bien évidemment, puisque ça mesure l'affichage, l'interactivité, puis la stabilité de l'affichage. Donc si vous avez tout bon dans ces métriques, finalement, vous avez un site web qui est très agréable pour l'utilisateur. Après, il reste à avoir du contenu qui est utile, hein, bien sûr, mais au moins, il est agréable. C'est des métriques parmi les autres, c'est-à-dire qu'on ne va pas jeter à la poubelle toutes les autres métriques, hein, TTFB, Speed Index, tout ça, c'est des choses qui sont encore intéressantes. C'est mesurable par plein d'outils, des outils de base Google Analytics, etc., et par plein d'autres outils plus spécialisés dans la web perf. Ça nécessite beaucoup de travail d'optimisation. On n'en a pas parlé, ce n'était pas le sujet de la conf, mais ça nécessite énormément de travail d'optimisation, particulièrement sur la partie FID et sur la partie CLS. Et puis, tenez-vous au courant. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, le discours de Google est clair. Donc, c'est Core Web Vitals, c'est voilà, sa base de travail. On utilise le Crux pour les mesurer. Bon, voilà, il suffit de se tenir au courant de ce truc-là et de suivre ces métriques-là pour essayer d'avoir une vision de l'impact sur son SEO. Voilà, j'ai terminé.